On va passer à la présentation suivante. C'est de la recherche à la décision, avec un exemple d'un dossier qui a été géré par la NSM, aussi par la CNAM et par EPIFAR, sur l'exposition prolongée au macroprogestatif avec les risques du méningiome intracrânien, en présentation des études qui ont été faites, des actions qui ont été réalisées. Cette présentation sera par Alain Veil, qui est directeur adjoint d'EPIFAR, qui est médecin santé publique, médecin conseil à la CNAM depuis une trentaine d'années, par Isabelle Huel-Jean, qui est endocrinologue, qui est directrice de la direction médicale, ce qu'on appelle à la NSM 1, avec un portefeuille très très large. Il y a l'oncologie, etc., mais il y a aussi l'endocrinologie, la gynécologie, etc. Et ce sera à deux voix entre les deux. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Isabelle, à vous. Voilà, bonjour à tous. Vous m'entendez? Le diaporama plein écran, s'il te plaît. Oui, on t'entend. Au moins, voilà, nous. Plein écran, si c'est possible. Je l'ai mis en plein écran, mais il n'a pas le... Est-ce qu'il est en plein écran? Non. Pas pour moi, mais peut-être pour... Différents écrans. Est-ce que ça va comme ça ou c'est... Non? Non, tu as fait un zoom et c'est pas très lisible. J'arrive pas, la fonction habituelle ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est suffisant là? Les diapos sont grandes. Est-ce que désactiver le mode présentateur? Ouais. Dans l'onglet diaporama en haut, Alain. Ouais. On va voir ce qui s'y cache. Encore à droite. Encore. Affichage? Non, à gauche, diaporama. Voilà. Ah d'accord, ouais. Excusez-moi. Activer, c'est ça. Bon. Je suis vraiment désolé. Ouais, je vais te la partager, Alain. Je vais essayer de te partager la... Tu prends le tien? Ouais. Je te l'ai envoyé hier soir. Bien, donc en attendant, donc on va vous présenter ce travail sur l'exposition prolongée au macroprogestatif avec Isabelle Huel-Jean et les risques de méningiome intracrânien, avec bien sûr la partie études, les actions qui ont été réalisées et l'impact des actions. Alors, prolongé, hein, bien sûr, c'est en termes d'années, on l'a évoqué lors des deux sessions précédentes, hein, ce sont des risques qui sont rares, mais qui sont retardés en termes d'années, même de dizaines d'années, probablement, domaine où évidemment les essais randomisés sont totalement inopérants. Le terme macro-progestatif, qu'est-ce que ça signifie? En définitive, c'est un terme franco-français qui signifie que c'est un progestatif puissant. C'est un terme qui n'est pas utilisé à l'étranger, donc qui regroupe généralement en France l'acétate de cyprotérone, hein, l'androcure, l'acétate de nomogestrol, l'uténil, et l'acétate de chlormadinone, le lutéron. Voilà. Il faut savoir que les progestatifs en France qui sont utilisés sont souvent différents de ceux des autres pays, que ceux qu'on utilise, notamment ces trois-là, ne sont pas commercialisés aux États-Unis et qu'en Angleterre, ils ne sont pas commercialisés ou à des doses différentes. Voilà. En bref, on est probablement sur la planète les plus grands utilisateurs de ces types de produits. Alors, diapositive suivante. Voilà, donc j'ai reçu un mail en 2016, hein, j'en reçois beaucoup comme ça, donc d'un ami qui me disait qu'il avait
une connaissance qui avait fait une étude locale sur acétate de cyprotérone et méningiome. En fait, cette personne, après lui avoir téléphoné, avait surtout été elle-même victime de l'acétate de cyprotérone et après de nombreuses années de prise, avait eu un méningiome qui avait été opéré. Voilà. Donc j'ai discuté, bien sûr, très intrigué et très intéressé avec cette personne. Et dans ce cas-là, je me pose un peu toujours les mêmes questions hein, sur la faisabilité d'une éventuelle étude. Alors, première question, est-ce que le médicament il est remboursé par l'assurance maladie hein? C'est très important. Il y a parfois des gens qui veulent faire des études sur des médicaments qui ne sont pas ou plus remboursés. Donc, en l'espèce, il l'était, le 50 et le 100 mg, mais pas dans sa forme à 2 mg qui était la pildiane. L'effet indésirable, est-ce que les malades qui ont des méningiomes, ils sont hospitalisés? Bah, oui, en principe, ils sont hospitalisés s'ils sont opérés ou s'ils ont de la radiothérapie. Mais en fait, ils ne sont pas tous hospitalisés puisque le professeur Fröhlich, qui travaillait à Strasbourg à l'époque sur ce sujet, suivait un certain nombre de malades en ambulatoire en évaluant la taille du méningiome à l'arrêt de l'acétate de cyprotérone. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas d'hospitalisation. On voit déjà qu'il peut y avoir un problème éventuel. Est-ce qu'il y a des cas décrits dans la littérature? Oui, il y a un certain nombre de case reports. Lorsqu'on regardait, on faisait une requête sur PubMed avec les termes cyprotérone et méningiome, dans le titre ou dans le résumé, il y avait 8 articles, donc c'était vite lu, il y avait 6 case reports et 2 études épidémiologiques de faible puissance. Autre question, donc quatrième, quelle est l'indication du médicament? Donc la personne a répondu que c'était pas très clair pour les femmes. En fait, c'était l'excès de pilosité, un hirsutis, mais que c'était donné aussi dans tous les troubles de l'hyperandrogénie, que ça soignait bien l'acné, et que de toute façon, c'était très largement utilisé au RAMM, y compris pour l'endométriose. Voilà. Et dernière question, est-ce que ça a été déclaré à la pharmacovigilance? Et la personne m'a répondu que ça avait été déclaré. J'ai demandé quelles actions avaient été entreprises. Donc, je crois qu'elle m'avait répondu qu'il comptait les cas. Voilà. En réalité, il y avait des actions qui avaient été entreprises, mais la personne ne le savait pas. Diapositive suivante. Donc, un progestatif, hein, comme l'acétate de cyprotérone, a des actions anti-androgènes puissantes et puis évidemment un effet antigonadotrope. Donc il a des indications, c'est un des rares progestatifs chez l'homme hein, dans le traitement palliatif du cancer de la prostate par son effet anti-androgène, également dans la réduction des pulsions sexuelles chez les paraphiles, par exemple des pédophiles. Voilà. C'est une indication marginale mais efficace en association bien sûr avec une psychothérapie. Et chez les femmes, l'indication officielle est l'hirsutisme féminin d'origine majeure, non tumorale, voilà, lorsqu'ils retentissent gravement sur la vie psycho-affective et sociale avec un traitement débuté à 50 mg 20 jours par mois associé à des estrogènes et puis poursuivi à 50 mg et puis après à 25 mg. En réalité, c'est indiqué dans la fiche de la transparence de la Haute Autorité de Santé. Il y a une très large utilité, qui est une très large utilisation au RAMM, dans l'hyperandrogénie en général, avec l'acné, avec des pertes de cheveux, dans le syndrome des ovaires polykystiques, même pour des contraceptions simples, dans l'endométriose. Et enfin, autre indication hors AMM, c'est l'hormonothérapie pour féminisation, donc des personnes transgenres à des doses de 100 mg par jour. Donc en quelques mois, vous avez une gynécomastie, une poussée des seins qui se développe et une féminisation du corps. Diapositive suivante. Voilà, donc combien de femmes à peu près utilisaient à cette époque-là, en 2016, l'acétate de cyprotérone? Alors vous avez en bas, en abscisse, l'échelle de temps, donc du 2007 à 2018, et en ordonnée à gauche, le nombre de personnes. Vous voyez qu'en 2007, il y avait environ 170 000 personnes qui utilisaient l'acétate de cyprotérone et 111 000 en 2016. Donc un produit un peu en perte de vitesse, mais d'utilisation non marginale. Diapositive suivante. Donc les méningiomes sont des tumeurs du système nerveux central les plus fréquentes hein, après 35-40 ans. C'est environ 37% des tumeurs primaires. C'est des tumeurs considérées comme bénignes dans 90% des cas. Elles sont peu évolutives. Pour avoir un gros méningiome comme celui sur l'IRM, il faut environ 30 années.
il y en a un certain nombre qui sont découverts de façon fortuite, si on fait de l'imagerie cérébrale pour d'autres raisons. Ça ressemble un peu à un fibrome d'aspect blanchâtre, plus ou moins arrondi, et ça n'infiltre pas le cerveau comme une tumeur maligne. Donc ça provoque un certain nombre de signes neurologiques par effet de masse, ça peut provoquer une épilepsie, et puis en fonction de la compression de telle ou telle paire crânienne ou zone du cerveau, des pertes de vision, des troubles de l'audition, des paralysies faciales, des troubles de la déglutition, etc. L'incidence dans les pays occidentalisés qui ont une bonne épidémiologie est considérée, enfin c'est 8 pour 100 000 personnes années. Il y a plus de femmes que d'hommes et l'incidence croît très fortement avec l'âge. Voilà. Les autres facteurs de risque connus et rapportés dans la littérature, c'est l'exposition aux radiations ionisantes, donc pour une pathologie intracrânienne, par exemple, primaire. Il existe une longue histoire des investigations sur les liens entre les hormones sexuelles endogènes et les méningiomes. Donc il y a plusieurs preuves pertinentes qui sont avancées. D'abord, l'observation que les méningiomes post-pubertaires surviennent plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. Vous aviez un rapport de 2 pour 1 avant la puberté, mais il passe environ à 3,15, 3,50 vers l'âge de 40 ans pour revenir à presque 1 pour 1 après la ménopause. Deuxième élément, une croissance plus rapide des méningiomes pendant les grossesses. Troisième élément, la présence de certains récepteurs à la progestérone dans les méningiomes. Il faut savoir qu'il y a une association d'amplitude très modeste entre les méningiomes et les traitements hormonaux substitutifs. Alors, les différentes méta-analyses concluent généralement un risque multiplié par 1,5, 1,3, enfin, etc., en général inférieur à 2. Et puis, il y a également un surrisque chez les personnes qui ont une maladie génétique, la neurofibromatose de type 2. Le traitement, si c'est symptomatique, c'est la radiothérapie. C'est la chirurgie, bien sûr, qui est le traitement de référence. Le cas échéant, radiothérapie pour les grades 2 et 3. Voilà. Certains méningiomes situés à la base du crâne sont particulièrement difficiles à opérer, puisque la base du crâne, c'est sous le cerveau et au milieu du crâne. Diapositive suivante. Donc la première publication, c'est un case report, voilà, merci, dans le New England Journal of Medicine. Donc une personne transgenre de 28 ans qui a subi donc un traitement hormonal féminisant qui comprenait de l'acétate de cyprotérone à 100 mg et elle a présenté un changement de caractère, euphorie, des maux de tête et des troubles visuels. Bien sûr, on a fait une IRM et vous avez la figure B, l'IRMB, où vous voyez un méningiome géant du sillon olfactif, donc qui est apparu en moins de 5 années. Cette personne avait eu, c'est la figure A, diapositive précédente, une IRM 3 années avant qui était strictement normale. Elle l'avait eu pour autre chose, une suspicion d'anénome aprolactique. Donc ces cas rapportés sont vraiment extrêmement importants. Voilà. Un certain nombre d'autres cas rapportés montraient des tableaux de même type, mais aussi des cas de régression des tumeurs, diminution de volume, en cas d'abstention chirurgicale ou de refus de chirurgie. Le professeur Fröhlich, notamment, a publié une série de 12 cas de régression de tumeurs chez les femmes sous acétate de cyprotérone non opérée. Diapositive suivante. Alors, il y a eu 2 études de cohorte qui ont été réalisées sur le sujet risque de méningiome et acétate de cyprotérone avec des résultats un peu contradictoires. Donc, la première, une étude espagnole, donc avec 2500 exposés, a retrouvé, à forte dose, a retrouvé 4 cas chez les utilisateurs, 2 femmes, 2 hommes, et a conclu à un risque relatif de l'ordre de 11 avec un intervalle de confiance relativement large. Voilà, c'est une étude d'un intérêt majeur qui a d'ailleurs été déterminante dans la modification du RCP vers l'année 2011. Une deuxième étude anglaise a conclu qu'il y avait un surrisque également chez l'homme, mais qu'il n'y avait pas de surrisque. Vous voyez, ça c'était la conclusion du résumé, mais qu'il n'y avait pas de surrisque chez la femme, ce qui pouvait apparaître étonnant. Voilà. Il faut préciser qu'en réalité, cette étude qui est faite sur des données anglaises, en Angleterre, les femmes utilisent de l'acétate de cyprotérone à 2 mg et non pas à 50 mg. Donc, en fait, si on avait voulu choisir un pays pour montrer que l'acétate de cyprotérone ne provoquait pas de méningiome, il fallait bien sûr travailler sur des données anglaises. Voilà. Je précise, comme indiqué dans l'article, que ce papier
avait bénéficié, sponsorisé par la firme pharmaceutique Bayer qui fabrique l'Androcur et qui avait dans les auteurs des salariés de Bayer. Voilà. Mais cette phrase de conclusion en rouge a semé une certaine confusion à l'époque. Diapositive suivante. Alain, je me permets, il te reste maximum 5 minutes. Oui, merci, Mahmoud. Donc, les objectifs des études, évaluer le risque de méningiome, la relation dose-effet, l'évolution du risque après arrêt, et puis est-ce que les femmes reprennent le traitement. Diapositive suivante. Donc, quand on compare le groupe contrôle et le groupe exposé, le groupe contrôle, c'est celle qui avait pris de très faibles doses, on a un risque qui est multiplié par 6 dans une cohorte de plus de 150 000 personnes. Diapositive suivante. On remarque une relation dose-effet extrêmement importante, puisqu'on voit qu'avec l'augmentation de la dose cumulée, ça correspond environ à 50 traitements à dose moyenne de 50 mg par jour, on a un risque qui est multiplié par 28 et un hazard ratio ajusté de 21,7 et une incidence de 129 contre 4,5 chez les témoins. Diapositive suivante. Chez les personnes qui ont arrêté l'acétate de cyprotérone, on voit depuis plus d'un an, on voit que le surrisque est de l'ordre de 2 par rapport au risque de base. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il chute de façon considérable. Diapositive suivante. Voilà. Donc, c'est l'augmentation du risque en fonction des différentes localisations du cerveau. Alors, on voit que, par exemple, pour l'étage antérieur de la base du crâne, donc chez les femmes sous acétate de cyprotérone, où on avait retrouvé 120 cas ici, on a un risque qui est multiplié par 47. Voilà. De la même façon, on a un risque qui est multiplié par 25 pour le tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne où passe le nerf optique. Diapositive suivante. Voilà. Est-ce que les femmes reprenaient de l'acétate de cyprotérone après avoir été opérées alors que ça constituait une contre-indication absolue depuis 2011? Alors avant 2011, entre 30 et 50% suivant les années, on reprenait. Et après 2011, entre 20 et 25% des femmes reprenaient de l'acétate de cyprotérone après avoir été opérées. Diapositive suivante. Combien de cas attribuables? C'est très important en santé publique quand on peut d'estimer le nombre de cas attribuables, donc le nombre de méningiomes opérés chez des femmes exposées de l'ordre de 500, soit environ plus de 60 par an. Diapositive suivante. Voilà, donc on a publié tout ça dans des rapports en juin 2019 et envoyé à l'Agence européenne du médicament. Diapositive suivante. Et ça fait l'objet d'un article qui a été accepté dans le BMJ en 2020 et publié début 2021 en pleine épidémie de Covid, donc dans le BMJ. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Voilà, donc pour l'acétate de nomégestrol, donc on a voulu faire le même type d'études. Donc on a pris toutes les femmes qui avaient débuté l'acétate de nomégestrol entre 2007 et 2017 et on les a suivies jusqu'en 2018 en éliminant évidemment, en n'incluant pas celles qui avaient un méningiome, moins de 7 ans, plus de 70 ans, ou qui avaient pris de l'acétate de cyprotérone, de la chlormadinone, ou qui avaient une neurofibromatose de type 2. Diapositive suivante. Donc le résultat principal, il ressemble beaucoup au résultat qu'on a trouvé pour l'acétate de cyprotérone. On a un hazard ratio multiplié par 4,5 avec 171 méningiomes sur les exposés pour 880 000 personnes années et 169 pour 2 500 000 personnes années dans le groupe de référence. Et on observe aussi une relation dose-effet extrêmement puissante, puisque vous voyez que l'incidence est de 6, 10, 17, 27, 91, et que le hazard ratio grimpe jusqu'à 12 pour celles qui avaient 6 grammes et plus. La dose journalière étant de 5 mg, 20 jours par mois, ça correspond à 5 ans de traitement, risque de méningiome multiplié par 12. Diapositive suivante. Voilà, ça c'est les rapports qui sont en ligne. Diapositive suivante. Voilà. Et dernier résultat, donc je compare pour un certain nombre d'indicateurs donc ces trois produits, l'acétate de cyprotérone, l'acétate de nomégestrol et l'acétate de chlormadinone. Donc l'âge à l'instauration, les femmes sous acétate de cyprotérone étaient beaucoup plus jeunes, donc le risque théorique était plus faible, de l'ordre de 40 ans pour le nomégestrol et le chlormadinone. On voit par contre que le nombre de femmes exposées sous acétate de nomégestrol et chlormadinone est beaucoup plus important. L'incidence des méningiomes dans la cohorte des exposés est un peu plus élevée pour l'acétate de cyprotérone. Les hazard ratios sont plus élevés. Lorsqu'on arrête pour les trois produits, on est entre 2 et 1,
Si on regarde l'incidence du méningiome du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne par million de personnes années exposées, on a 134 pour l'acétate de cyprotérone, donc avec multiplication par 25 du risque de base, 96 pour le nomégestrol, multiplication par 13, et 60 pour l'acétate de chlormadinone, multiplié par 7,5. Et un nombre de cas attribuables qui est respectivement de 620, 600 et 340, des petites différences entre ces types de méningiomes. Les méningiomes sous acétate de nomégestrol et chlormadinone sont un peu plus agressifs et un peu plus souvent traités par radiothérapie. Et dernière diapositive, voilà, c'est la conclusion. Je passe la parole à Isabelle. Merci Alain. Isabelle Yoljon, directrice de direction médicale. Je compte sur toi pour rattraper les 5 minutes de retard. À Oui, toi. oui, alors juste, il faut que je partage l'écran. Alors, juste François, tu peux me rappeler comment faire là, parce que sur le Zoom, je vois pas l'icône En pour bas de pas ton écran, la petite partager icône l'écran. verte, écran Ah oui, partagé. voilà, excuse-moi. C'est bon. Alors, écran partagé. Est-ce que ça s'affiche? Oui, si tu peux mettre en plein écran. Oui, normalement, oui. Voilà, c'est bon pour vous? Non, c'est le même problème. François, tu peux projeter s'il te plaît parce que, à mon avis, Ouais. c'est le même enregistrement de fichier, donc pour le 2, et ça va être compliqué de. Voilà. Ok, bon, bah désolé. Donc, je te laisse passer les slides, François. Je ne peux pas les passer moi non plus. Vas-y. Oui, tu me dis quand les passer, oui, Isabelle. Je te dis quand les passer. Donc, voilà. Après la présentation des résultats des études épidémiologiques faites par Alain, donc je vais vous présenter les mesures qui ont été mises en place conjointement par l'ANSM et la CNAM pour limiter le risque de méningiome lié à l'utilisation du luténil, du luthéran et de leur générique. On fait un focus sur ces deux macroprogestatifs puisqu'on a pris globalement les mêmes mesures pour Androcur avec des petites spécificités, mais vous les avez probablement mieux en tête. Donc, diapositive suivante. Hop. Alors, sur la slide 2, donc vous voyez les indications progestatif. Alors, comme vous l'a dit Alain, pourquoi un macroprogestatif? Donc, c'est une molécule qui est caractérisée par un pouvoir antigonadotrope, donc à savoir bloque l'ovulation avec une activité anti-androgénique plus ou moins importante. Et s'agissant de l'Androcur, elle était très importante puisque c'est le cœur de son indication. Donc, les indications sont extrêmement variables. Elles vont de l'insuffisance lutéale à des pathologies endométriales variées, dont l'endométriose, et également des pathologies mammaires bénignes, avec des indications qui sont relativement anciennes, puisque les AMM ont été octroyées depuis les années 80 jusqu'aux années 90 pour les génériques. Et vous avez en bas des rectangles que je ne détaillerai pas avec différentes familles auxquelles appartiennent ces progestatifs, mais vous voyez que luténil, luthéran et Androcur, ce sont des cousins ou des petits frères. Diapositive suivante. Donc, très rapidement, une slide pour vous montrer l'hétérogénéité des indications des autorisations de mise sur le marché, avec des choses extrêmement variées qui nécessitent d'être revues. Diapositive suivante. Alors, si on s'attache à l'état des lieux qui a été réalisé pour la consommation des progestatifs, on voit que la France, et là, il ne s'agit pas d'une source de félicitations, était la première en termes de consommation des progestatifs, avec une surconsommation à hauteur de 60% de la consommation européenne. Quand on regarde
qui sont comparables au plan populationnel, donc à savoir l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie. Donc, vous voyez que la barre française est bien plus haute que les autres. Et pour l'Uténil et l'Utéran spécifiquement, on représente environ 80% de la consommation du marché européen, bien que ces deux spécialités ne soient pas commercialisées partout en Europe. Diapositive suivante. Donc, tout ce qui a été réalisé sur l'Uténil et Androcur s'inscrit bien évidemment dans la lignée des travaux. Ce qui a été réalisé avec l'Uténil et l'Utéran s'inscrit dans la lignée des travaux réalisés avec Androcur, qui eux-mêmes ont été publiés en juin 2000. Diapositive suivante. Donc, un petit état chronologique pour vous montrer que les choses, elles ont été en fait surveillées depuis dès 2014 avec une enquête de pharmacovigilance non conclusive, puisque seuls 2 cas étaient rapportés, 2 cas de méningiome étaient observés avec le Luténil et rien avec le Lutéran. Dès les années 2015, puisque on était préoccupé déjà de la situation avec Androcur, on avait soulevé ce point auprès des instances européennes qui n'avaient pas voulu en fait mentionner le risque compte tenu des cas rapportés. Néanmoins, entre 2017 et 2018, la France avait cependant modifié les autorisations de mise sur le marché national finalement contre l'Europe pour mentionner ce risque de méningiome. Et c'est finalement en 2018, grâce à une publication de l'équipe du professeur Frolich, que nous avons pu faire bouger les choses un petit peu à l'échelon européen et faire connaître ce risque. En février 2019, nous avons publié pour la première fois un point d'information pour avertir les professionnels de santé et les patients d'un risque potentiel et pour annoncer officiellement la mise en place d'une étude épidémiologique identique à celle réalisée avec l'acétate de cyprotérone et qui a fait l'objet donc d'une très belle publication dans le BMJ récemment. Diapositive suivante. Donc, nous avons ensuite réalisé plusieurs CST, dont le premier a débuté en octobre 2019, consacré spécifiquement au Luténil et au Lutéran. Donc, je ne vais pas les détailler tous, mais au final, nous avons réalisé à la NSM plus d'une dizaine de CST sur cette thématique. CST, c'est quoi? Alors, oui, ce sont des groupes de travaux pluridisciplinaires réalisés avec des professionnels de santé, des neurochirurgiens, des endocrinologues, des gynécos, des médecins généralistes et des associations de patients également et des patientes avec un focus particulier sur ce qu'on a appelé le groupe de travail audition publique en novembre 2020, qui était le premier CST qui a associé à la fois des professionnels de santé et des représentants des associations de patients. Et là, c'était vraiment important pour nous puisque les associations de patientes ont pu voter sur les mesures de réduction du risque au même titre que les professionnels de santé. Donc, elles étaient vraiment partie prenante de la décision des autorités sanitaires. Donc, finalement, entre octobre 2019 et janvier 2021, beaucoup de mesures ont été élaborées. On va les voir sur les slides prochaines. Donc, diapositive suivante. Donc là, je vous passe le tiercé du risque qui a été présenté largement par Alain avec des niveaux de risque donc non discutables, même si malheureusement, ils ont fait l'objet quand même de discussions pour les prescripteurs. Alors, voilà. Donc, les recommandations qui ont été faites aux professionnels de santé pour différents, eh bien, d'abord des restrictions d'utilisation, puisque un des moyens de limiter le risque, eh bien, c'est bien évidemment de réduire l'exposition massive aux progestatifs, et c'est ce qui a été fait en restreignant les indications thérapeutiques là où le bénéfice-risque restait favorable au regard du risque extrêmement grave de méningiome.
Donc, 4 indications ont été déterminées, donc endométriose, hémorragie fonctionnelle, ménorrhagie liée au fibrome et mastopathie sévère, avec des recommandations de non-utilisation dans les situations où nous avions vu que les produits étaient très mal utilisés, notamment dans la contraception, puisque lors du groupe de travail audition publique, en fait, on s'est rendu compte que les femmes utilisaient ces traitements comme si c'était une banale contraception de type pro-progestatif. Donc, au regard du risque mis en évidence, il ne faut évidemment plus utiliser ces médicaments dans la contraception, ni même dans la ménopause, puisque le risque de méningiome sans traitement est déjà plus important à la ménopause qu'à 20 ans, puisqu'il augmente en fonction de l'âge. Donc, quand on cumule âge plus traitement qui donne des méningiomes, évidemment, on se retrouve dans la plus grande difficulté. Diapositive suivante. Donc, en même temps que des restrictions d'utilisation d'indications, nous avons préconisé une surveillance par imagerie cérébrale pour les patients qui utilisent le traitement. Évidemment, dès qu'il y a un signe évocateur de méningiome et dès 1 an de traitement, lorsque on sait que le traitement va être poursuivi et ensuite tous les 5 ans après la première IRM, puis tous les 2 ans tant que le traitement est poursuivi, à l'instar de la surveillance proposée avec Androcur. Également, ont été élaborées des recommandations pour l'information des patientes avec la mise en place de ces fameux courriers CNAM à NSM qui ont été très plébiscités au moment de leur instauration pour Androcur. Un dispositif relativement unique puisqu'il a été élaboré pour la première fois avec le Mediator, ensuite la Dépakine, puis Androcur. Donc là, on est également encore avec un dispositif d'exception. Et donc, ces courriers CNAM ANSM avec un premier envoi destiné aux patients, puis un premier envoi destiné aux médecins vont être distribués à l'automne 2021 avec la cible. Donc, la cible, ce sont les femmes traitées depuis plus d'1 an et les médecins prescripteurs dans l'année écoulée. Une fiche d'information à destination des patientes a été également élaborée. Elle devra être remise par le médecin au moment de la prescription. C'est une fiche qui explique qu'est-ce qu'un méningiome, comment on peut être amené à évoquer cette possibilité et comment on le prend en charge. Et la mise en place d'une attestation annuelle d'information. Donc ça, c'est un document qui informe la patiente des risques et qui aussi, pour le médecin, explique la surveillance à proposer. Cette attestation, elle sera mise en place en juillet 2021. Elle doit être co-signée par le médecin et la patiente et remise à la patiente pour la délivrance en officine. Diapositive suivante. Donc, vous avez le calendrier de mise en place. Donc, les AMM sont en train d'être modifiés. Et entre juillet et janvier, donc les différentes mesures annoncées vont être mises en place au plan administratif, avec donc l'entrée en vigueur de l'attestation d'information très prochainement. Diapositive suivante. Alors, quand on regarde l'efficacité des mesures mises en place, on voit que l'exposition est en baisse avec la slide sur Androcur qui vous montre bien la décroissance massive au fur et à mesure des mesures mises en place soit par la NSM, soit par la CNAM, entre les premières communications sur le risque, l'attestation de soins et les courriers CNAM, on est à moins 80% de prescription d'acétate de cyprotérone. Donc, on estimait actuellement qu'on est dans la juste population devant être traitée par cette molécule. Diapositive suivante. Donc, c'est la même chose pour le luténil et le lutéran avec 2 courbes en décrochage. En fonction, chaque décrochage a été marqué par une action, en fait. Et si on regarde plus finement, on voit aussi que chaque action qui a été faite sur Androcur s'est répertoriée aussi sur la consommation de luténil et de lutéran. Donc, au tout début, on avait à peu près 450 à 500 000 patientes traitées par luténil et lutéran. Et donc, maintenant, on est à moins 67% de prescription
pour notamment le luténil. Donc, du coup, ça va marcher. pardon. Donc, on a une efficacité des mesures mises en place montrées sur les courbes. Diapositive suivante. Donc là, j'ai repris le premier graphique et donc vous voyez qu'en 2018, on était à un niveau extrêmement élevé de consommation et que ce niveau baisse progressivement. Alors, on est encore en consommation plus élevée que nos voisins européens, mais on est sur la voie d'une amélioration. Alors, on s'est attaché à vérifier s'il s'agissait d'une diminution sèche ou bien s'il y avait un report sur d'autres progestatifs, voire les pilules et les analogues de la GnRH également. Donc, on voit que pour le dienogeste, alors, la courbe, en fait, n'est pas une vraie augmentation. C'est parce que le produit qui est utilisé dans l'endométriose vient d'être remboursé. Donc, on a une petite augmentation de la consommation, mais globalement, ça va. Pour le Dufaston, courbe stable. Et puis, pour la colprone, également, la courbe est stable. Mais évidemment, le seul moyen qui permettrait d'être sûr que nous sommes face à une diminution sèche, ce serait de réaliser une étude d'impact pharmaco-épidémiaux. Donc, merci Alain pour ta prochaine étude. Voilà, je sais que ça te fait plaisir de travailler sur ce sujet, mais c'est vrai qu'on aimerait bien savoir si on est dans une vraie diminution. Ça serait important. Il reste 2 minutes, Isabelle. Oui, alors voilà, donc on arrive aux dernières slides, donc diapositive suivante. Donc là, on voit que nous avons une augmentation des cas déclarés. Hein. Ça ne veut pas dire cette courbe qu'on a plus de méningiomes qui apparaissent depuis les mesures de la NSM. Ça veut juste dire que la sensibilité des prescripteurs et des patients est plus importante et que les cas sont de mieux en mieux déclarés. Suivante. Également, l'enquête de pharmacovigilance nous a montré qu'il y avait un boom des diagnostics de méningiome qui est effectué entre 2019 et 2020 et plus important, une diminution du recours à la chirurgie puisque ces méningiomes, en fait, il est important de ne pas se précipiter pour les opérer car lorsqu'on arrête le traitement, comme vous l'a expliqué Alain, on observe des diminutions très importantes de la taille des méningiomes, donc des régressions majeures. Et, en tout cas, pour l'androcure, il est vraiment fondamental de ne pas les opérer, sauf évidemment critère d'urgence neurochirurgicale. Dernière diapositive. Voilà, donc c'est ce dont je vous parlais, l'approche conservative des méningiomes et un suivi par IRM. Donc, en conclusion, on a vraiment, je pense, fait énormément d'actions sur ce dossier. Plus que ça, je pense que ça ne semble pas possible. La dernière mesure pourrait être une interdiction, évidemment, un retrait des AMM de l'uténine et du Butéran. Mais ces médicaments conservent leur intérêt dans un certain nombre de situations, à condition effectivement d'effectuer une surveillance par IRM cérébrale. Et voilà, donc c'est un beau dossier à la fois en termes de démonstration d'efficacité et du risque et d'efficacité des mesures mises en place, comme pour Androcure et comme vous l'a expliqué Mahmoud également pour les pilules de 3e génération. On a une baisse durable de la prescription des pilules de 3e génération. Et Mahmoud, je voudrais juste compléter, j'ai actualisé les chiffres de consommation des pilules de 3e génération par rapport au 2e et on est maintenant à 15% et non plus 20% d'utilisation de 3G. Donc, on diminue encore presque 10 ans après l'étude épidémiologique de la CNAM qui avait montré un surrisque de thrombose lié à l'utilisation de ces molécules. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Un peu, mais merci beaucoup. Je pense qu'il y a de la place pour quelques questions parce que pour ne pas rattraper le retard. Une question de professeur Bigot. Comment on peut expliquer que la différence entre les pays européens, pourquoi la France il est tellement détachée? On a l'impression dans ce domaine-là, sur la contraception, on est très hormonal quand même. On est beaucoup les hormones.
On aime beaucoup les hormones. Il y a vraiment clairement des questions de pratique médicale. Dans les années 80, en fait, il y a vraiment eu des écoles médicales, notamment à la Pitié-Salpêtrière. Et voilà, il y a des pratiques d'utilisation des progestatifs. Et donc, c'est toute la difficulté, c'est de faire changer les pratiques médicales. Mais oui, on a une spécificité française à la fois en termes de, je pense qu'en France, on aime bien les médicaments d'une manière générale, et ensuite par rapport à l'utilisation des progestatifs, oui, c'est très clair. On est un des rares pays à avoir des gynécologues médicaux. Dans les autres pays, c'est une spécialité en réalité qui n'existe pas. Soit c'est les généralistes, soit c'est des gynécologues obstétriciens. Donc c'est tout à fait spécifique à la France. Il y a eu le même type de débat lorsque le traitement hormonal substitutif a été justement incriminé dans l'augmentation du risque cardiovasculaire. Les gynécologues français ont dit à l'époque que nos traitements étaient spécifiques, c'était pas exactement les mêmes, donc a priori ils n'étaient pas en surrisque de cancer du sein, etc. Ce qui n'était au demeurant pas vrai. Il y a de la place pour aussi une ou deux questions. Je ne le vois pas, mais je profite en attendant que les questions arrivent. Alain, comment tu peux expliquer avec un niveau de risque aussi élevé, que ce soit pour Androcur, on est autour de 6, 7, ça veut dire finalement, grosso modo, 90% du méningiome serait attribuable à Androcur. À moindre mesure, pour le tényleutéran, on est autour de 3, 4, avec finalement de facteurs, ce qu'on peut appeler confondants, très peu nombreux, qui est l'âge qui a été pris soigneusement en compte dans les analyses. Comment peut être l'accueil de ces résultats-là, sachant qu'il ne peut pas y avoir des essais thérapeutiques, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Dominique Costabula. Il ne peut pas y avoir un suivi de 20 ans, 30 ans pour montrer un risque très faible dans l'absolu. Comment ça peut être accueilli, ce type de résultats? D'abord, il faut bien voir que lorsqu'il y a des méningiomes, ce n'est pas les gynécologues qui sont les premiers prévenus, mais les personnes sont amenées à consulter les neurochirurgiens, et les neurochirurgiens n'étaient pas sensibilisés du tout à ce problème-là et ne demandaient pas s'il y avait des hormones particulières qui étaient prises. Donc de ce côté-là, il y avait peu d'espoir de trouver. Les gynécologues n'avaient pas, et d'ailleurs aujourd'hui, d'une certaine façon, un certain nombre, enfin si on s'en tient à certaines déclarations, sont toujours un petit peu dans la culture du déni parce qu'ils raisonnent à l'échelle individuelle et on entend souvent, mais moi je traite de nombreux patients et je n'ai pas de problème. Voilà. Donc on en est à ce niveau. C'est un niveau de risque qui reste relativement faible pour les populations qui ont été concernés par des grosses doses pendant plusieurs dizaines d'années. On est à maximum de 4 pour 1000 personnes année. Donc à l'échelle d'un médecin, le plus souvent, il ne voit rien. De temps en temps, il voit une patiente. Donc c'est très difficile d'en avoir conscience à l'échelle individuelle des professionnels. Il n'y a qu'à l'échelle collective que l'on peut raisonner. Ça entraîne évidemment un changement de pratique très important pour les gynécologues médicaux, puisqu'au fond, qu'est-ce qu'ils font les gynécologues médicaux? Ils s'occupent de contraception et ils prescrivent des hormones, comme l'a indiqué Isabelle, pour un certain nombre de désordres gynécologiques. Mahmoud, tu as le micro, on ne t'entend pas. Excuse-moi. Dans la même lancée, Sylvie Escolano, elle pose la question, est-ce que maintenant les risques sont intégrés dans l'enseignement en gynécologie ou je ne sais pas quoi, etc. J'imagine que… Nous l'espérons. Nous l'espérons et en tout cas, c'est bien l'objet finalement de toutes ces communications que nous faisons à répétition et de manière différente, à la fois par mailing, par point d'information, quand on fait des présentations en congrès. Enfin voilà, on espère contribuer à la diffusion de ce risque et qu'il soit complètement intégré à la réflexion. On pense quand même que oui, si on se base sur les indicateurs de diminution de prescription, on peut se dire que maintenant les gens
font beaucoup plus attention qu'ils ne le faisaient avant. Il y a une obligation de passer une imagerie médicale pour les personnes qui débutent un traitement pour acétate de cyprothérone et au bout d'une année pour celles qui ont un traitement de luténil ou lutéran. Donc rien que ça, c'est une prise de conscience évidemment très très forte pour les prescripteurs, mais aussi pour les patients d'un potentiel risque. Je vais passer la parole à la professeure Montastruc. Je vais essayer d'activer. J'ai activé normalement. Oui. Jean-Louis. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vais répondre à la question concernant l'enseignement. En gynécologie, je ne sais pas, mais en pharmacologie médicale, dans toutes les villes de faculté, on apprend ça depuis longtemps aux étudiants. On apprend aussi, comme l'a excellemment dit Mahmoud, qu'il ne faut pas opposer pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie, que tout ceci est complémentaire, que la pharmacovigilance ne se contente pas de compter des bâtons, mais qu'elle envoie des signaux. Et comme vous le savez très bien, de par votre expérience médicale, en tout cas de mon expérience clinique, de praticien de tous les jours, ceci est entendu ou n'est pas entendu. Nous sommes trop peu nombreux à alerter les signaux. Et ceci est une des constances de la pharmacoépidémiologie, comme l'a dit Alain Veil. Nous dérangeons et donc nous ne sommes pas entendus par les différentes structures. Voilà. Merci. Oui, il y avait deux éléments très forts dans les signalements de pharmacovigilance, c'est les case reports rapportés, c'est la régression des méningiomes à l'arrêt du traitement, c'est quand même un élément très fort, et également un autre qu'on n'a pas mentionné, de nombreuses patientes qui avaient eu très nombreuses années de traitement, qui avaient un nombre important de méningiomes, qui est évidemment une situation tout à fait inhabituelle. Et puis le troisième, c'est la localisation atypique de ces méningiomes. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. De toute façon, c'est la meilleure transition parce qu'il y a une session grossesse et enfants et que le professeur Montastruc, qui est membre du conseil scientifique d'EPIPHAR, elle va animer cette session avec Rosemarie Drespira, qui est directrice adjointe d'EPIPHAR. Je vous laisse l'animation. Merci beaucoup.